Aujourd'hui, je vais vous parler du coup de Covery. Sur la partie, on va faire un petit deep dive, notamment sur la partie Deployment Engine côté Rust. L'idée, c'est de vous montrer un peu, de partir vraiment de manière très macro de Covery, de qu'est-ce que Covery, et de rentrer vraiment dans la machine. Alors là, on va vraiment descendre assez profondément, restez bien concentrés. Mais si vous ne connaissez pas Rust, aucun problème, il n'y a pas besoin d'être expert en Rust pour pouvoir suivre. Ok. Juste très rapidement, je suis Romaric, CEO et cofondateur de Covery. Je suis un tech repenti, comme on dit. Je ne fais plus de tech en vrai, je fais du produit. J'ai une équipe qui fait de la tech qui sont bien meilleurs que moi. Certains dans la salle pourraient potentiellement attester. Donc voilà, en gros, aujourd'hui, je fais beaucoup de business, beaucoup de produits. Je parle avec des gens qui sont très tech et je comprends toujours la tech, mais je m'y intéresse. Voilà. OK? Ça va. Je suis la bonne personne, ne vous inquiétez pas, je suis suffisamment technique. Vous pouvez poser des questions très techniques, il n'y a pas de problème. Ce que je vous propose, c'est voilà, petite introduction de Covery rapidement. Le but, c'est pas de vous ennuyer avec cette partie-là. Aussi, pour que vous puissiez vous projeter de ce dont on parle, je vous ferai une petite product démo vraiment très rapide je ne sais pas si je la garde là pour tout de suite ou alors ça dépend à quel point vous êtes concentré ou pour la fin. Mais en tout cas, à la fin, ça pourrait être vraiment cool parce que justement, après avoir vu tous ces petits micro-détails techniques et de comment est-ce que ça fonctionne, bah, à la fin, bah, voir finalement le produit, bah, ça peut être cool. On verra en fonction de l'humeur. Donc, ce petit deep dive technique, rien de très méchant. Vous en faites pas, j'expliquerai. C'est très macro, puis on descend dans le micro. Et puis, bah, ce qu'il faut retenir et un peu de Q&A, évidemment. D'ailleurs, je ne sais pas comment est-ce que vous voulez tourner. Moi, j'ai l'habitude qu'on m'interrompt en fait pendant la présentation, mais on peut attendre aussi la fin en fonction de ce que vous préférez. Ok. Je vais mettre même un petit timer pour être discipliné. Ouais, trop cool. Voilà, il y aura un micro pour les questions. Trop cool. Ok, vous êtes bien concentrés. Donc Covery, donc une plateforme qui permet de simplifier le déploiement applicatif dans le cloud et sur son infrastructure. Alors là, je parle de manière très broad. En gros, c'est un produit qui, alors je ne sais pas, combien d'entre vous d'ailleurs sont familiers avec le cloud, Kubernetes, les containers, l'infrastructure. Bon, là, là, c'est génial. Là, on est vraiment avec la bonne audience là. Combien d'entre vous font du Kubernetes? Ah ouais, vous rigolez pas là, vous êtes des experts. Ok, trop cool. Ok, bah en gros, vous connaissez Kubernetes, vous connaissez aussi, vous êtes peut-être des hardcore players Kubernetes et du coup, bah, pour vous, il n'y a peut-être pas trop de complexité. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on bosse avec pas mal de boîtes qui, en fait, veulent aller, transitionner vers du Kubernetes parce que c'est un peu le standard de facto aujourd'hui pour runner bah, notamment des applications type containerisé. Mais c'est quand même relativement compliqué. Nous, on a créé une solution qui permet bah, de vraiment simplifier l'usage de Kubernetes et au-delà, parce que je vous montrerai justement sur le petit module deploy dont on va rentrer dans le détail, et avec vraiment un gros focus sur la développeur experience. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est d'aider en fait des équipes DevOps à transitionner sur un côté très plateforme pour fournir une expérience et une autonomie nécessaire pour les équipes de dev, pour leur permettre d'être un maximum autonome dans le déploiement applicatif et la gestion de leurs applications. C'est pour ça que d'ailleurs, vous voyez les petits modules Provision, Deploy, Observe, Optimize, Secure. On a même un AI Copilot qu'on a annoncé il y a 2 semaines, qui marche vraiment, agentique. Et en gros, bah, en quelques minutes, vous pouvez avoir toutes ces fonctionnalités au-dessus, en gros, de votre Kubernetes. C'est ce que vous iriez construire dès lors que vous faites partie d'une équipe DevOps. Voilà, très simplement. On a plein d'interfaces, etc. Donc évidemment, on parle à des développeurs aussi, des DevOps. On a un Terraform Provider, une interface graphique et très visuelle qui permet bah, de gérer son infrastructure dans son ensemble. Ok. Donc je vais passer ça. On bosse avec plus de 200 boîtes, notamment beaucoup aux US, 40% en Europe. Des boîtes comme Alan ici en France qui gèrent toute leur production, toute leur infrastructure avec Covery, donc plus de 200 devs qui utilisent quotidiennement Covery pour
fournir le service qu'ils fournissent à leurs clients. On est client aussi Alan, ça marche très bien. Voilà. OK. Aujourd'hui, on va focus vraiment sur cet aspect-là, cette brique. Donc, le côté deploy, qui est écrit exclusivement en Rust. En fait, la plupart des parties sont écrites en Rust, mais c'est la partie la plus intéressante, surtout avec une audience comme la vôtre, qui est très accoutumée de Kubernetes. OK. Donc, c'est une partie qui est assez sollicitée, qui gère en fait plusieurs dizaines et dizaines de milliers en fait de déploiements par jour. Il faut que ça soit relativement robuste et vous allez comprendre en fait de quoi est-ce qu'on parle. OK. La démo, je vous le montrerai après. Qui veut voir le produit maintenant? Faites un vote. Est-ce que vous voulez qu'on rentre direct dans la machine et on vous montre ça à la fin? Oui, on voit qu'ils veulent voir la matière, hein. Ils sont pas là pour hein, les produits de démo, c'est bon quoi. Ok, cool. Rentrons un petit peu dans la machine. Ok, donc très rapidement, Covery, on peut déjà le scinder en fait en deux morceaux. Ok, alors je vous ai montré, il y a des interfaces, etc. Donc ça se connecte à un control plane. En fait, ces interfaces via une API qu'on fournit, une API REST. On a aussi de la WebSocket, on a du gRPC, etc. Donc pour pouvoir récupérer des informations, ce control plane là, il est hosté en fait de notre côté. Ok. D'ailleurs, ce petit control plane là, il est écrit il y a des parties qui sont écrites en Rust, en Kotlin, on a du Spring, etc. Il y a une multitude de petits composants en fait qui sont interconnectés. En gros, c'est une API qu'on fournit et sur laquelle, entre autres, dès lors qu'on va installer Covery, donc côté infrastructure, Kubernetes, dès lors qu'on va installer avec son petit mchart ou laisser Covery créer un cluster, etc., bah, on va avoir en fait des agents qui vont venir se connecter tout simplement au control plane, ok, via gRPC. Un des éléments qui est extrêmement important ici, et vous allez voir en fait dès lors qu'on va rentrer, on va deep dive dans la machine, c'est que toutes les opérations en fait sont faites à distance, c'est-à-dire sur l'infrastructure du client, sur le Kubernetes si on veut. En fait, on va au-delà du Kubernetes, mais on va rester sur Kubernetes, ok. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est assez, assez simple à ce niveau-là. OK. Au niveau des composants, si on rentre un peu plus dans le détail, on va avoir donc le control plane, ça c'est ce que j'ai expliqué, Kotlin, en gros Rust, et on va avoir en fait 3, en fait on a plus de composants, j'ai voulu simplifier, qui vont être installés notamment bah, côté Kubernetes. OK. En Encore une fois, c'est pas le control plane qui vient se connecter du coup à l'infrastructure, ça c'est un élément qui est extrêmement important. C'est l'infrastructure du client, donc le cluster qui vient se connecter au control plane et qui pool des tâches en fait d'exécution sur cette infrastructure-là. Là, j'ai représenté trois composants. Du coup, il y a l'engine qui est du coup la partie qu'on va regarder plus en profondeur. Donc, c'est le moteur de déploiement, notamment, qui est en charge de déployer des ressources bah, sur l'infrastructure, mais aussi gérer les déploiements applicatifs. On a ce qu'on appelle le shell. Donc, le shell, en fait, c'est un service en Rust qui est codé qui permet d'interagir directement avec les IO input, output, notamment l'API direct row TCP de Kubernetes, notamment pour pouvoir se connecter au shell et offrir en fait une expérience, je vous montrerai ça si vous voulez, directement de shell remote control du coup sur les pods à travers la web UI, à travers du coup les différentes interfaces et tout ça en mode encore une fois reverse connexion puisque c'est le shell qui se connecte en fait au control plane qui lui-même lui dit ouvre-moi en fait une socket du coup sur cette application pour pouvoir du coup opérer et faire exécuter des commandes. OK. Et on a l'agent qui est lui en charge de récupérer des informations en temps réel, notamment en gros du cluster, des applications. Donc, encore une fois, dans l'optique de jamais, en fait, de pouvoir passer ces informations, donc encore une fois de manière unifiée au niveau du control plane, mais de ne pas les stocker au niveau du control plane. OK. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'en gros, on fait plein d'opérations à distance et imaginez, on a en fait des milliers de clusters qu'on gère partout dans le monde et en gros, bah, ces opérations-là doivent être relativement résilientes. Ok. Donc l'engine, c'est vraiment la partie sur laquelle on va rentrer, qui est en charge de cette partie déploiement. Tous ces composants, de toute manière, sont écrits en Rust. Ok. Donc, quelle est la responsabilité quelles sont les responsabilités notamment de ce Cover Engine? Alors, j'ai fait un petit schéma sur la droite, mais je vais expliquer ça.
En gros, on a, l'engine, encore une fois, imaginez, vous utilisez Covery, vous allez pouvoir, voir sur le produit, je vous montrerai. En gros, vous pouvez connecter des sources de vos applications, typiquement qui viennent de Git, de Container Registry, qui viennent de Helm Repo, whatever. Et derrière, en fait, vous allez dire, bah, je veux pouvoir déployer ça, je vais constituer mon petit environnement et je veux pouvoir déployer ça sur une target spécifique. Une target, c'est un cluster Kubernetes ou une infrastructure. Et ben, en gros, l'engine, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer du coup ces informations-là, mais rien ne va se passer en fait niveau control plane. C'est-à-dire que c'est vraiment encore une fois au niveau de l'engine lui-même en Rust qui va récupérer en gros une tâche, donc c'est un objet, une tâche, et qui va exécuter entre autres cette tâche. Ok. Dans cette tâche, il peut faire certains types d'opérations. On a le build d'application, donc ça agit un peu, peut agir, le Cover Engine peut agir comme une CI/CD. Si vous avez déjà une CI à l'extérieur, vous pouvez l'interconnecter et du coup seulement déployer les containers ou les applications et la CI gère en fait ce truc. Mais le Cover Engine peut gérer le build applicatif. Donc directement sur le cluster, sur l'infrastructure. Encore une fois, toujours garder en tête les opérations sur l'infrastructure du client. Ok. On a le déploiement des applications. Et là, j'ai mis entre parenthèses not just containers. C'est un point qui est extrêmement important parce que si vous êtes familier avec Argo CD, Flux et que ce sont des solutions que vous utilisez, c'est très spé, c'est très bien GitOps sur du Kubernetes, etc., pour déployer des applications containerisées. Mais dès lors qu'on sort en fait du prisme container qui tourne sur du Kubernetes, bah, ça ne marche plus. Là, l'idée, c'est que en fait, le Cover Engine, l'engine est dans la capacité de pouvoir déployer même des ressources externes en fait, au cluster. Donc là, ça devient peut-être un peu plus intéressant. Si vous connaissez Crossplane, c'est relativement similaire, sauf que vous n'avez pas, il n'y a pas de CRD qui sont installés. C'est vraiment quelque chose qui est, on supporte nativement. C'est-à-dire que votre Terraform module, si vous vous le spécialisez comme étant une source, et ben, le Cover Engine est capable de prendre ce Terraform module et de l'exécuter et de faire ce qu'il faut derrière. OK. Donc, il y a la configuration, voilà, déploiement des applications, configuration des apps, donc tout ce qui est variable d'environnement, secret, domaine, évidemment. Dès lors qu'on déploie des applications, en fait, c'est jamais juste l'application en tant que telle, il y a tout ce qui va autour. Et le life cycle qui doit être géré forcément, puisque quand on déploie, quand on arrête, quand on delete, bah, tout ça, ce sont des apps life cycle. Okay. Et dans tout ça, on est dans un système remote. C'est-à-dire, en fait, on opère sur un système qu'on ne contrôle pas. Il faut s'assurer au maximum de la consistance. D'où l'intérêt d'ailleurs en fait, d'utiliser Rust, parce que j'en parle après, mais Rust est hyper utile justement là-dessus, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas de crash, notamment au runtime. Alors, moyennant quelques trucs que je mentionnerai. Euh, En gros, bah, on doit vraiment faire en sorte que ça fonctionne dans toute situation. Ok. Voilà. Donc ça, c'est les responsabilités. Donc voilà, pourquoi est-ce que Rust, moi j'ai un peu spoilé le truc, du coup, c'est qu'on a vraiment des milliers en fait, d'agents à gérer un peu partout dans le monde, puisqu'on a des clients vraiment partout. Donc du coup, ah ben, ces services, l'engine notamment, le shell, l'agent, doit être relativement autonome. Donc c'est plutôt cool puisqu'une fois que vous l'avez compilé, en fait, vous avez une garantie, comme une garantie notamment. Alors si vous n'utilisez pas d'instructions unsafe, évidemment. Alors, combien d'entre vous d'ailleurs sont familiers avec Rust? Ouah, vous êtes tous des hardcore programmeurs. Non, mais quand même, il y a du monde en vrai. C'est intéressant. Je serais vraiment curieux de savoir combien d'entre vous utilisent Rust en production. Parce que, il est quand même. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est bien. C'est beaucoup plus que quand on a commencé, hein. C'est le problème de Rust. Ouais, donc bon, pour ces personnes-là, elles savent très bien de quoi je parle. Donc le fait qu'une fois que vous avez compilé vos applications, vous êtes un peu garanti, on va dire, de problèmes au runtime si vous n'utilisez pas d'instructions unsafe, notamment. On a le côté aussi consumption, low consumption, donc le fait de ne pas consommer trop de ressources. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Contrôler du coup cet environnement. Encore une fois, on est dans un environnement distant qu'on ne contrôle pas et qui tourne en gros sur des ressources que parfois les clients payent cher. Ceux qui payent des factures cloud, je pense, peuvent attester de ça. Donc le plus low consumption en RAM et en CPU, et le mieux c'est, forcément.
Et le côté aussi où on a des opérations en fait parallèles à exécuter. Donc Rust c'est plutôt très très bien avec son système en fait de d'ownership et de borrow. En gros, vous êtes, si vous codez en fait de la bonne manière, parce qu'après vous pouvez faire des trucs un peu sales, bah, en gros vous êtes garanti en fait d'exécution parallèle de certaines choses. Et ça, nous, dans notre contexte, c'est hyper important puisque en fait, l'engine va notamment bah, parfois gérer en fait ce qu'on appelle nous du merge en fait de requêtes, vu que ce sont des tâches qui sont exécutées. Il y a des tâches qui sont générées côté interface dès lors que vous faites des opérations. Et en gros, bah, on va envoyer ça à l'engine et l'engine se charge en fait de merger ces opérations en fonction en fait des changements qui sont opérés sur l'infrastructure pour pouvoir accélérer du coup les temps de déploiement et ces opérations, tout simplement. Ok. Là où j'annonce tout de suite Rust, comme ça après on rentre dedans, mais comme ça je vous partage quelques insights, mais c'est pas voilà, c'est pas très rocket science là-dessus, mais réellement, enfin nous on a une équipe d'ingénierie qui se rapproche d'une vingtaine de personnes. Euh, Faire monter en compétences les développeurs sur Rust, faut être patient. Donc voilà, ça c'est quand même un downside qu'il faut noter. On a les temps de compilation, plus votre projet devient gros, plus vous utilisez de librairies tierces, et puis en fait, tout dépend de comment est-ce que ces librairies ont été construites. Là, plus le temps en fait de compilation bah, s'allonge. Euh, Si vous avez l'habitude d'utiliser Go, c'est genre juste insane, puisque Go, bon, bah voilà, hein, c'est assez rapide. Rust, ça peut être très très long, quoi. La CI peut devenir très très longue. Le debugging, ça, très complexe. Ça peut devenir très complexe. Il y a du tooling, mais c'est toujours une mince affaire. Et l'écosystème qui est assez petit toujours. Je ne sais pas si vous avez commencé. Alors nous, quand on a commencé, c'était déjà en 2021. C'était extrêmement petit, mais ça l'est toujours. Donc c'est vraiment Rust, c'est un super langage, mais pour des choses très très spécialisées ou qui fonctionnent en vase clos. Voilà. Et c'est pas fait pour du prototypage. En fait, on avait créé une première version de l'engine en Python et c'était génial. Ça allait très très vite. Mais alors, qu'est-ce que ça crachait? Et c'est pas la faute de Python, mais c'est juste du typage. Enfin, si vous utilisez du typage, mais que derrière tout est fait en fait par interprétation, vous n'avez pas de garantie. Il n'y a pas de. Enfin voilà. Donc, on avait des belles blagues, notamment au tout début de Covery, sur cette partie moteur de déploiement. Et on a tout réécrit en Rust pour cette raison. On aurait pu écrire en Go, mais ça, c'est un autre sujet. Je pourrais vous dire pourquoi on ne l'a pas fait plus tard. Ok. Rentrons un peu plus dans la machine. Est-ce que vous êtes réveillé? Ça va aller? Ok. Trop cool. Alors, je vous ai préparé quelques slides pour décomposer un peu la vue de l'engine. Du coup, vous vous rappelez, si je reviens, on était là. Donc, voilà, on est parti de là. On est parti du deploy. Donc, ce module-là. Après, on a d'autres modules. Donc, le deploy, il se décompose en fait. Si on veut le résumer, c'est l'engine. Il y a d'autres composants, mais j'ai un peu simplifié le truc. OK. Et là, en rentrant en fait dans la machine de l'engine, donc si vous allez sur, en gros, vous utilisez Covery, que vous allez sur votre cluster, en fait, du coup, vous allez vous installez avec le mchart, vous voyez Covery, il y a un namespace et que vous rentrez, il y a un petit Covery Engine container qui tourne, entre autres un deployment et un pod. Vous allez voir en fait dedans, bah, si vous rentrez avec un shell, vous allez voir qu'il y a un binaire du coup Cover Engine, donc le runtime qui inclut dedans du coup bah, toute la partie communication avec le control plane sécurisé, etc. Et la partie Cover Engine Library. Donc en fait vous le verrez pas puisque c'est de toute façon bundlé et compilé directement. Et à côté de ça, on a des mineurs. En fait, notre engine, lui, on ne va pas réinventer la roue sur certaines choses. D'ailleurs, c'est une des limitations finalement de Rust, c'est que vous n'avez pas des clients, des librairies clients pour tout et n'importe quoi. Il y en a une pour Docker, mais elle n'est pas top. Si vous voulez faire certaines opérations, notamment ce que je vous ai dit, c'est-à-dire aller au-delà en fait de juste faire des déploiements de containers, bah là il va falloir en fait s'accoutumer bah, du coup du tooling qui existe autour pour pouvoir faire ces opérations-là. Notamment, bah, c'est pour ça qu'on a des binaires comme bah, Helm, tout simplement. On a kubectl, Terraform, OpenTofu, etc. On en a d'autres qu'on utilise et tout ça, en gros, on shell out avec le Covery Engine qui va faire ces exécutions. Alors, on a sécurisé au maximum ces opérations, parce que ça reste des opérations qui sont non contrôlées. Donc, on fait du shell dessus. Et là, on gère tout. C'est-à-dire qu'on gère vraiment les inputs, les outputs, les erreurs.
Et l'engine est capable en fait de s'adapter et de récupérer toutes ces informations-là et de gérer en fait tous les cas possibles. Ça nous a mis énormément de temps de pouvoir faire ça. On a des guardrails à plein de niveaux et on remonte de l'information là par contre des métadatas côté control plane pour pouvoir améliorer les choses. Ok. Si on rentre dans la partie du coup de l'engine library, dedans en fait ça se décompose et on va rentrer un peu plus dans le détail. On descend encore sur la partie donc build que je disais, deploy. Et après, on a plein d'autres services, en gros, qui sont possibles, on remonte des métriques sur tout ce qui se passe, notamment, bah, par exemple, le build, combien de temps ça prend, quelles sont les étapes pour pouvoir après faire de l'analyse et pouvoir proposer notamment des optimisations possibles. Encore une fois, rappelez-vous, on descend dans la machine, mais au final, on fait tout ça pour donner un maximum d'autonomie aux développeurs. Donc, toutes ces informations-là, en fait, derrière, elles peuvent être analysées et rendues côté interface pour pouvoir aider bah, nos clients, nos utilisateurs, que ce soit DevOps ou développeurs, à pouvoir optimiser les process. Ok. Donc, côté, là, je vous ai mis, en fait, j'ai deux scénarios, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, entre autres, avant de rentrer encore une fois dans le code. Donc, quand vous allez, et je vais vous montrer le produit pour que vous puissiez vraiment synthétiser ça, mais entre autres, sur Covery, vous avez capacité de pouvoir déployer, comme je disais, une application, par exemple, qui vient de Git. C'est-à-dire qu'en gros, bah, vous allez sélectionner votre application sur Git, votre repository, la branche, votre Dockerfile, vous allez mettre vos paramètres, les variables d'environnement, le domaine, toutes ces choses-là, très facilement. Et derrière, en fait, dès lors que vous avez déployé, il va y avoir une tâche qui va être créée au niveau du control plane et cette tâche-là va être récupérée par l'engine en question, en fonction de où est-ce que vous allez déployer. Ok. C'est à partir de ce moment-là où l'engine, lui, va rentrer dans un mode où, OK, il sait que c'est une tâche Git. Donc déjà, ce qu'il va faire, c'est qu'il va cloner le code. OK. Et ça, il le fait au niveau, encore une fois, de l'infrastructure. Vous pouvez avoir des runners, etc. à côté, pas forcément sur l'infrastructure target. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Mais en gros, ça va cloner le code de manière gros, sécurisée. Ça reste encore une fois sur votre infrastructure. Nous, on n'a pas ça de notre côté. Donc ça, il faut pouvoir le faire à distance. Il y a plein de cas, on a tout vu, vraiment. Si vous faites du LFS, Git LFS ou ce genre de choses, en fait, vous avez des repos qui peuvent être genre juste colossaux ou des clients qui mettent bah, des blobs tout simplement en fait dans les repos. Donc il faut pouvoir gérer en fait ces cas-là. C'est-à-dire comment est-ce que votre moteur de déploiement, bah, au début, oui, vous partez du principe que tout le monde développe comme vous, c'est-à-dire bah, c'est assez lightweight, mais en fait, vous vous rendez compte que bah, c'est des gigas et des gigas qui peuvent être downloadés, qui vont être après bah, buildés et potentiellement poussés dans un container enregistré. Comment est-ce que vous gérez ça? Bah, ça, ce sont des cas en fait edge case qu'il faut pouvoir gérer. Donc là, il faut avoir de la robustesse et du coup remonter aussi les erreurs. D'où l'intérêt en fait d'avoir un système hyper bien typé en Rust qui laisse pas d'autre choix que de traiter au final ben, certains types d'erreurs, à moins que vous mettiez genre bah, que vous vous en foutez. Quoi. Ça, c'est comme dans tous les langages de programmation. Quoi. Ok. Donc là, dans les étapes que j'ai mis, donc il y a le Cloud Code, donc si ça vient d'un Git, si ça vient d'un container enregistré, il n'y a pas cette phase de build, puisqu'on passe directement en mode push, on va mirrorer l'image et on va la pusher. Donc là, on clone code, on build, donc on va injecter les variables d'environnement et les secrets. C'est une opération qui est, bah, comment est-ce que vous le faites dès lors que vous êtes sur une infrastructure distante? Il faut connecter ben, les external secrets manager et tout ça bien injecté comme il faut en termes d'expérience. Vous avez la partie push container, forcément, donc pour pouvoir déployer ça, la configuration de tous les objets Kubernetes pour pouvoir mettre à disposition en fait l'application. Et là encore une fois, bah, ça peut fail. Donc comment est-ce que vous gérez en fait toute cette partie? Je vais vous montrer un peu avec le code à quoi il ressemble. C'est assez explicite, mine de rien. Et après, on a toute la partie configuration du network et consistency check. Ça, c'est hyper important puisque l'idée, c'est qu'on opère à distance. On fait plusieurs dizaines de milliers en fait de déploiements par jour. Quand il y a des choses qui se passent mal, il faut absolument que la machine, c'est une state machine, continue en fait de fonctionner. Donc ça, Rust là-dessus, il est super efficace parce que encore une fois, bah, sur des erreurs données, vous avez bon, toujours le choix évidemment de dire ouais, je la traiterai plus tard, mais c'est assez explicite, c'est-à-dire que voilà, quand vous retournez une erreur, bah, qu'est-ce que vous faites de cette erreur, comment est-ce que vous la propagez, comment est-ce que vous la réglez. Ça, c'est top. Ok. Et là-dessus, on a un modèle en fait dit transactionnel. Euh, du coup, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a quelque chose qui se passe mal, en fait, on rollback. C'est-à-dire on peut rollback, en gros, le système. Et ça, c'est un système d'ailleurs que j'ai implémenté, qui ont gardé au tout début, quand j'étais encore bon techniquement.
et qui marche plutôt bien et qui a sauvé la mise plusieurs fois. OK. Ça, c'est un autre exemple, donc en fait, qui ressemble plutôt à l'autre, mais qui ne l'est pas, qui est, justement, je vous ai pris l'exemple qu'on n'est pas que sur on se sert vraiment de Kubernetes comme un orchestrateur universel, pas juste de containers. Et là, c'est intéressant parce que là, on est dans le cas d'un déploiement typiquement d'une ressource externe. Imaginez que vous voulez déployer une base de données managée, par exemple AWS RDS. Eh ben, vous allez utiliser un Terraform module, vous avez votre propre Terraform module que vous avez décrit. Vous allez le sourcer en fait via Git, puisque vous sourcez, vous faites tous dans Git. En gros, nos clients, nos utilisateurs peuvent faire ça, c'est-à-dire dire bah, je vais déployer une base RDS via mon Terraform module et on va exécuter de la même manière, c'est-à-dire que là, on va cloner du coup le Terraform manifest. On va faire en fait des injections, on va faire pas mal de trucs parce qu'on permet d'augmenter l'expérience, notamment dans la gestion en fait des secrets, de pouvoir faire des overrides de certaines choses. Et derrière, après, on va faire toutes les opérations que vous connaissez si vous êtes familier avec Terraform. Vous êtes tous familiers avec Terraform? C'est devenu c'est vraiment un standard. C'est vraiment un standard. C'est bien, c'est bien. Et ben, je peux vous dire que c'est pas le cas de toutes les boîtes et c'est pas le cas de toutes les personnes. Donc, il y a encore du travail là-dessus, mais c'est une bonne chose. Donc, on peut, voilà, ça va faire du Terraform Init, Terraform Plan, Apply. Et là, un truc qui est extrêmement puissant, souvent, avec les DevOps, en fait, et d'un point de vue technique, ça a été quelque chose d'assez compliqué à mettre en place. C'est notamment de pouvoir récupérer les output values. Je ne sais pas si je vais pouvoir montrer ça dans le code, mais en gros, vous savez, quand vous exécutez en gros un manifeste, un module Terraform, vous allez avoir un moment, en gros, des output values que vous avez définies, donc des valeurs que vous voulez récupérer pour pouvoir après en faire quelque chose. Si c'est une base de données, typiquement, vous allez pouvoir récupérer le host, le username, le password, ce genre de choses, peut-être que vous allez gérer dynamiquement pour ensuite les utiliser au niveau de l'application. Et ben là, c'est là où la magie opère, c'est que notre système est capable en fait de récupérer ces output values, donc l'engine à distance, il va récupérer les output values de manière sécurisée et il va les forwarder du coup en gros aux autres services de l'application, de l'environnement. Parce qu'en fait dans Covery, vous allez pouvoir déployer un environnement, ce qu'on appelle. Donc dans une transaction, souvent vous avez en fait au niveau, je vais vous montrer le code, mais en gros, vous allez avoir un ensemble en fait de services que vous allez déployer. Et ces services, c'est comme un pipeline et vous allez pouvoir mettre en gros des stages. Et dans ces stages-là, vous allez avoir vos services que vous déployez. Donc, si vous déployez par exemple dans le premier stage votre base RDS, qui elle va générer en fait des output values, et ben vos services en fait dans les autres stages vont pouvoir récupérer dynamiquement ces output values. Et là, ça devient hyper magique parce que du coup, vous pouvez vraiment chaîner l'ensemble en fait de vos briques, de vos éléments pour pouvoir les déployer. Donc ça, c'est assez puissant. Je vous montrerai ça. OK. Ouais. J'arrête de parler maintenant, on va regarder un peu plus, on va rentrer dans le code. Vous êtes toujours connectés? OK. Hem, donc j'ai préparé quelques snippets et potentiellement, on peut aller faire un petit deep dive en fonction du temps, qui reste. J'ai mon IDE qui est toujours, qui est ready. Hem, je voulais vous montrer déjà le premier, c'est l'élément le plus basique qu'on ait, notamment au niveau de l'engine. Dès lors qu'en fait, on va avoir, vous vous rappelez, je vous ai dit cette tâche, cette fameuse tâche qu'on récupère en fait qui est créée au niveau du control plane, qui est structurée au niveau du control plane et qui est mise dans une queue et qui est en attente en fait d'être prise. Une fois que l'engine se connecte, il va récupérer en fait ces tâches qui lui sont attribuées. Donc voici la structure en fait d'une tâche. C'est un thread, donc en Rust. C'est comme vous pouvez voir ça comme une interface, entre autres. Et dessus, on a en fait un ensemble de fonctions. Donc on a 6 méthodes en fait qui sont déclarées, que vous devez implémenter. Donc derrière, on a des implémentations, on a 2 implémentations en fait principales de ce thread-là. On a infrastructure, task, et on a deployment task. Puisqu'en gros, un truc que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, si vous revenez en arrière, et qu'on revient encore une fois ici, en fait, on a 2 modules un peu principaux. On a Provision and Deploy. Provision, c'est pour gérer l'infrastructure. Et en fait, on est capable aussi d'exécuter des tâches, en gros, d'infrastructure. Et c'est là où on définit, en fait, on a vraiment ces deux. Donc, on a ce trait-là qui a été implémenté, qui est implémenté de manière concrète, de manière de 2 fois différente, tout simplement. Infrastructure task et deployment task. OK. Donc, rien de très particulier à ce niveau-là.
Est-ce que ça parle à tout le monde? ID, run, est-ce que vous comprenez, l'idée? C'est que, bah, du coup, bah, dans deployment task, ce qui va être intéressant ici, c'est que run, on va avoir une implémentation, en fait, de la fonction, run, notamment. Donc, il n'y a pas de paramètre particulier qui passe, c'est juste que au moment de l'exécution, quand ça rentre dans une transaction, on va avoir vraiment, en fait, run qui va être exécuté, tout simplement, par l'exécuteur. Oui, l'engine a au niveau, on a l'engine runtime, donc il y a plusieurs éléments. Il y a la library. La library, en fait, c'est les implémentations concrètes de certaines choses. Et après, c'est très générique, c'est-à-dire qu'en gros, on a un engine. Dans l'engine, on a un engine, on a un runtime qui va lui exécuter bah, du coup les tâches. Rien de très particulier à ce niveau-là. OK. Je, je prendrai les questions et si vous voulez revenir après dessus, etc., si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Ça peut, pour moi, c'est un peu obvious, mais ça l'est peut-être pas pour tout le monde. Un autre snippet que je voulais vous montrer, du coup, en implème, c'est, notamment, la capacité de pouvoir, gérer en fait, plusieurs, cloud providers. À la fois aussi, c'est un truc, dont on a parlé beaucoup de Kubernetes, mais en fait, Kubernetes n'est enfin, il est toujours dépendant finalement, même si, eh ben, ça permet d'homogénéiser l'infrastructure. Je pense que tous ceux qui ont essayé de faire une infrastructure extrêmement homogène avec Kubernetes ont très vite compris que, bah, ils dépendaient aussi, bah, de la target, d'où est-ce qu'ils mettent ce Kubernetes, que vous l'installez sur votre machine, sur du on-premise, sur un cloud provider. Bon, bah, il y a des interfaces et du coup, il faut pouvoir, s'interférer, bah, du coup, avec, ce qui est fourni en termes hem, de capacité, on va dire, par, bah, du coup, le layer, qui se retrouve sous-jacent. Donc, là-dessus, on a du coup, nous, créé une interface aussi. Pareil, c'est très générique, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des cloud providers, on peut rajouter en fait des targets, très, dynamiquement. Quand on a commencé Covery, on avait juste AWS, du coup, puisque c'était vraiment notre target, notre segment un peu marché avec, type de client. Là, bah, en gros, bah, on a étendu au point où même maintenant Covery, c'est un produit qui fonctionne même de manière self-managed. Et là, en fait, la beauté, c'est que finalement, si on veut faire une implémentation bien spécifique, et ben, on a juste à rajouter du coup un cloud provider et faire une implémentation du coup concrète. Et dynamiquement, le control plane peut du coup créer une tâche qui va être attribuée à ce cloud provider-là. Alors, dans les faits, enfin, le travail requis pour pouvoir gérer un cloud provider, c'est quand même pas mal de tests. Donc, c'est pas juste une implémentation d'interface et puis boum, ça marche. Il y a quand même pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Et vous voyez, en fait, c'est que on retrouve finalement ces concepts qu'on a d'un point de vue produit, on les retrouve même un peu au niveau du code quand on regarde. Et d'ailleurs, si vous regardez, d'ailleurs, le code que je vous montre ici, il est open source. En fait, tous nos composants qui tournent sur l'infrastructure target de nos clients sont open source. Vous pourrez retrouver ça sur GitHub. Et si vous voulez voir un peu les implémentations, c'est relativement intéressant, mais c'est aussi très, très simple à comprendre. OK. Donc là, voilà, pareil, on a un système d'interface, qui est implémenté par les différents, cloud providers et l'Enum Cloud Provider, Kind, c'est juste ça nous permet en tout cas de faire des choses, des opérations, plus spécifiques, dès lors qu'en fait, on a besoin de préciser certaines choses. Donc on a des objets, notamment, concrets, qui sont passés en fonction et qui nous permet, bah, justement de faire ces opérations-là qui seraient vraiment très, très, liées en gros au cloud provider. OK. Je montrerai un autre truc par rapport à ça, juste après. Sur le snippet 3, du coup, ce que je voulais montrer, bah, c'est encore une fois, c'est, les cycles. Donc, de manière très générique, on peut avoir des implémentations différentes en fonction du type, en gros, de stratégie de déploiement qu'on veut, implémenter. Et là, en gros, ben, on a des fonctions pareilles, qui sont déclarées, donc je crois qu'ils sont un peu obvious. C'est-à-dire, je vous parlais du life cycle, du app life cycle, notamment. Bah, on a on create, on pause, on delete, on restart, tout simplement. Avec, en passage, de fonction, bah, du coup, la target, où on va pouvoir récupérer en gros des éléments, il y a des histoires de contexte, pas mal de choses, en fait, qu'on va pouvoir réutiliser. Et dans tout ça d'ailleurs, hem, donc, si je vous montre avec le code quand j'aurai peut-être potentiellement mes 2 mains, c'est que vous avez accès à en fait une multitude d'objets, qui vous permettent de savoir où est-ce que vous êtes, de quel type de client on parle, d'aller récupérer de la configuration notamment, puisque en gros, on va pouvoir générer
l'utilisateur va pouvoir avoir différents types de configurations, hein. C'est pas juste, en gros, on déploie, déployer, on peut déployer de plein de manières différentes. Il y a pas mal de paramètres, en fait, à prendre en compte et tout ça sont des variables, en fait, qui peuvent être setées par l'utilisateur. On peut pouvoir récupérer, du coup, toutes ces informations-là dans cet objet un peu capsule, target. OK? Donc target, c'est ça. OK. Et là, j'en parlais tout à l'heure, notamment sur les erreurs. En fait, toutes les fonctions, la plupart des fonctions en fait d'exécution, donc là, dès lors qu'on montre en fait dans la partie, déploiement, il peut se passer des choses qui sont, juste, pas du tout, prévues. Heu, Vous pouvez, je sais pas, le cloud provider peut ne plus avoir, accès à cette ressource. Il peut y avoir un downtime, vous pouvez utiliser Cloudflare et il se passe quelque chose de mauvais, par exemple. Non, je plaisante, je troll pas. C'est très compliqué pour eux. Ça a été compliqué pour eux. Hem C'est pour ça que vous avez en fait, sur, Rust, du coup, la capacité de pouvoir retourner en fait donc là, vous voyez où j'ai un result donc qui attend, du coup, en fait, le résultat. Donc là, qui est en gros, rien d'autre qu'un tuple où je dis, en gros, c'est OK, entre autres, c'est un peu une notation pour dire: «OK, il y a rien de particulier, que j'attends en sortie», si tout se passe bien et en fait, vous avez, du coup, un objet qui est, boxé, du coup, en erreur, donc là, sur la partie droite et dedans, c'est engine error. Donc dedans, en fait, c'est un objet qu'on doit retourner dès lors qu'il se passe quelque chose de mauvais, OK, dans l'exécution. Donc si vous êtes en train de déployer, par exemple, on create une ressource et qu'il se passe quelque chose de pas bon, en gros, vous allez faire un return, en gros, d'un result avec enfin, d'une erreur, du coup, avec cette structure d'engine error. Et en gros, ça nous permet en fait de catcher, du coup, tous les types d'erreurs potentielles qui se passeraient dès lors en fait qu'on exécute un déploiement ou certaines choses. Et en fait, c'est, enfin, si je vous montre le code, ça peut être hyper. C'est là où en fait vous avez intérêt à avoir un système assez efficace de. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est là où vous avez besoin d'un système relativement. Je vais même me mettre comme ça directement. Voilà. Je veux pas qu'il tombe parce que je me sentirais mal. Ça a l'air de coûter cher quand même. C'est là où vous avez besoin d'un système relativement en fait euh, propre, un type system on va dire au niveau du langage. Et là, Rust est plutôt riche à ce niveau-là pour pouvoir gérer les erreurs et les propager. Euh, donc ça, je peux vous montrer aussi d'un point de vue code, d'ailleurs, si ça vous intéresse, de voir à quoi ça ressemble. Mais on a fait un gros travail. Moi, je me rappelle quand j'ai fait une des premières implémentations il y a 4 ans. Ouais, il y a 4 ans déjà. Et c'était et puis ça a été le sujet d'une grosse refacto de comment est-ce qu'on propage correctement du coup les erreurs. Et les erreurs ne sont pas que au niveau du système, c'est-à-dire qu'elles doivent être remontées à l'utilisateur. Et ça, vous êtes sur un système du coup qui est transactionnel, qui doit être aussi temps réel. Je vais vous montrer. Mais en gros, toutes les opérations, vous allez avoir l'impression que ça tourne en local, comme si je le faisais en fait depuis ma machine ou depuis mon navigateur. Mais en fait, on n'est que sur des opérations distantes. Ok. Voilà. Voilà pour la partie du coup un petit peu deep dive. En fait, il y a le code est accessible vraiment si ça vous intéresse de regarder. Vous pouvez aller regarder niveau GitHub. Tout est accessible. Il y a l'engine, Covery, GitHub, Engine. Hop. Dessus, il y a pas mal de trucs. Il y a l'engine qui est accessible et vous pouvez vraiment deep dive en fait dans cette partie-là vous-même. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué. C'est assez facile de s'y retrouver. Voilà. Dès lors qu'on part en fait de la partie du coup runtime, donc là on a la partie runtime, il y a un dossier qui s'appelle app. On a libengine qui est la partie librairie, comme je vous expliquais, qui est en charge en fait du coup de la déclaration des tâches, des tâches plus concrètes et des opérations plus concrètes en général. Et là, du coup, on a un engine qui est avec un moteur asynchrone. Ok. Je vais vous montrer du coup la partie, à quoi ressemble du coup, l'expérience sur du déploiement, si ça vous va. Hop, je vais me connecter en espérant que je suis connecté sur mon compte. Donc là, en fait, je vais aller sur, hop, je regarde, c'est bien. Je vais aller sur, donc là, je suis sur Covery, je suis sur la web interface de Covery. OK, toutes les opérations que je fais, je peux les faire via, la CLI, via l'API, via, le Terraform Provider et cetera.
J'ai des clusters qui sont connectés, du coup, à mon compte. Là, c'est ce que je vous montre. Donc là, j'ai un cluster EKS, j'ai un Azure, j'ai un GCP. Je suis extrêmement riche, donc je me crée des clusters comme ça. Et après, je demande à mes gars, mais putain, les gars, est-ce que c'est vous qui laissez tourner? On a des factures à 20 000, etc. Je comprends pas. En fait, non, ces clusters, ils s'éteignent automatiquement. D'ailleurs, c'est cool qu'ils ne soient pas éteints. Donc voilà, là, j'ai mes petits clusters qui tournent, tout va bien. Donc c'est top. Je peux rajouter des clusters si j'ai envie, c'est assez simple. Ce que je vais vous montrer, c'est la partie déploiement. Donc, ce qu'on va faire, c'est ensemble d'ailleurs, je vais créer un projet, tout simplement. Comme ça, vous allez voir. Donc ça se passe au niveau en fait du control plane, tout simplement. Il n'y a pas d'instruction qui est envoyée au cluster. Là, on va la créer. On va l'appeler Innov CNCF. Voilà, ça c'est le projet. Et dedans, on va pouvoir déclarer un environnement. Donc là, je veux dire, bah, par exemple, ce test. Voilà. Ok, on pourrait avoir prod, staging, whatever. Et on va pouvoir déclarer une target du coup sur lequel on veut déployer le cluster. Ok, je vais un peu zoomer, peut-être ça sera plus simple, plus sympa. Donc là, je vais prendre EKS Paris. Ok, très bien. Je peux gérer de manière unifiée plusieurs déploiements sur plusieurs targets, sur plusieurs clusters, etc. Ça devient extrêmement simple. Donc là, je vais pouvoir déclarer un nouveau service dans cet environnement. Comme je vous le disais, on peut mettre une multitude de services au sein d'un environnement. Donc imaginez la tâche, quand vous recevez une tâche, encore une fois, si je reviens sur le code, ici au niveau de la tâche, ici en gros, dedans, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, dans le constructeur, on va passer des informations qui ne sont pas définies au niveau du trait et on va récupérer dans cette tâche en fait un ensemble, si c'est une deployment task, on va récupérer un ensemble du coup de services, un environnement complet avec un ordre d'exécution et tous les paramètres qui s'en suivent. Donc là, en gros, je peux déclarer, si je veux déployer une base de données, je veux dire DB, on va dire une Postgre, ça peut être une manager d'ailleurs. Postgre, par exemple, RDS. Voilà. Donc là, je vais mettre ça, je vais mettre type d'instance, on va faire DB small, parce que je ne veux pas payer trop, s'il vous plaît. À moins que quelqu'un me passe sa carte bleue, pas de problème. Là, je peux mettre typiquement, je peux dire que je veux créer celle-ci. Donc là, je ne la déploie pas encore. Si je veux déployer une application, je vais l'appeler backend, par exemple. Donc là, je vous montre. Hein. Voilà, on le fait ensemble. Donc là, je prends depuis mon guide provider, je pourrais prendre un container enregistré, comme je vous ai expliqué. Donc là, comme dans la démo, donc le guide provider, je vais pouvoir tout simplement prendre mon petit repo, ma branche, etc. Donc là, si je prends URL shortme, je vais retenir ça, hop, la branche associée, le Dockerfile, auto-deploy. Donc on a des fonctions d'auto-deploy, c'est-à-dire qu'on va OK le repository, on sait quand des changements sont faits sur main et on va pouvoir redéployer. Donc comme un vrai pipeline de déploiement. Là, on a les ressources CPU, RAM, nombre d'instances qu'on peut modifier. C'est justement des paramètres qui sont passés et forwardés du coup dans la tâche, qui sont créés et qui sont en fait instruits derrière par le moteur de déploiement. Là, je peux dire, je veux exposer cette application. Elle écoute sur le port local de ça et je veux l'exposer publiquement et Covery va gérer la création via Cert Manager, etc., des DNS. Les ingresses, on va les créer dynamiquement, etc., faire le routage, notamment au niveau du cloud provider. Et là, je vais pouvoir continuer, pareil, et créer cette tâche-là. Okay, vous voyez? Si je vais aller au-delà, donc là, on a une RDS que j'ai spécifiée, on a une base, on a une application simple. Je peux les interconnecter avec les variables d'environnement et les secrets aussi. C'est-à-dire que là, si je veux typiquement dire là que mon application, en gros, elle a besoin d'accès à la base de données via une variable d'environnement qui s'appelle database URL, je peux créer un alias dessus. Et vous voyez, en fait, une fois que j'ai fait ça, là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux déployer en fait le tout. Donc là, c'est l'instruction, c'est la tâche qui va être créée. Et en gros, vous voyez, je fais des opérations via mon navigateur, finalement, on a l'impression que c'est local. On a l'impression que c'est du temps réel, c'est vraiment du temps réel. On a l'impression que on ne se dit pas que là, je suis en train de déployer potentiellement sur un cluster qui est hyper distant et en plus des services managés. Et c'est là où on s'en sert de Kubernetes comme un super orchestrateur. Vous voyez? Et tout ce qui se passe, donc là, même les informations que je vois en temps réel, là que je suis en train de voir, en fait, ça, ce sont des informations qui sont streamées. Elles ne sont pas stockées, elles sont streamées directement. Et on a créé cette expérience vraiment avec ce mindset de sécurité qui est extrêmement important. Et pour ça, il faut vraiment un engine, il faut vraiment des composants en fait en bas qu'on ne voit pas quand on utilise, mais qui soient hyper robustes et ça, parce qu'il peut se passer vraiment mille et une choses. Vraiment, dans un déploiement, il peut se passer tellement de problèmes. Comme j'expliquais, un repo qui est trop gros,
un service d'un cloud provider, une API qui ne fonctionne pas, le service qui n'est pas dispo. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Vous voyez? Donc là, bah, je peux voir, voilà, le déploiement de ma base de données qui est en train de se faire. Comme je vous ai expliqué, bah, c'est un pipeline que je peux définir et en gros, bah, je peux rajouter autant de services que je souhaite, pour déployer, bah, ces applications et une fois que j'ai ça, bah, alors là, c'est la porte, qui est ouverte à tout et n'importe quoi. Parce que là, vous allez pouvoir, cloner l'environnement, faire plein de choses, enfin bref. On a une plateforme que comme j'expliquais au tout début, c'est une plateforme qui donne un super standard, notamment pour des équipes DevOps, infra, qui veulent devenir vraiment plateforme et fournir une expérience qui soit tailored pour leurs équipes, de développement. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fini pour la petite démo. Hem, donc juste, en termes de comme ça, il restera du temps et j'ai un peu dépassé, je suis désolé. Heu, du coup, qu'est-ce que vous pouvez garder en tête? Alors, déjà, que Rust, c'est trop cool. En fait, si vous êtes prêt à l'outcome est bon sur Rust. Si vraiment vous avez des besoins, en fait, il faut bien identifier vos besoins. Si vous avez besoin de prototyper rapidement, je vous déconseille très fortement. Franchement, je pense que c'était une bonne chose de faire ça en Python au départ. Ça nous a très vite pété à la gueule et du coup, on a fait ce switch-là, mais on avait au moins une vue à peu près, on visait à peu près juste. Les itérations, en Rust, elles sont vraiment très, très lentes. Vraiment. Parce que même au niveau de la CI, en fait, c'est même si vous codez super bien et que maintenant vous avez Cloud Code et tout ce que vous voulez, en fait, rien qu'au niveau de la CI, si vous avez un process, un pipeline, en fait, qui soit relativement robuste, bah, ça va juste prendre du temps, technique là-dessus. Vous pouvez faire des optimisations. On a tenté plein de choses. Honnêtement, c'est quand même assez, fastidieux. Voilà. Vous pouvez l'utiliser de manière parcimonieuse, c'est peut-être bien aussi. Rust, c'est souvent utilisé, bah, pour des éléments et des composants qui sont bien spécifiques. Nous, dans notre cas, on vise vraiment la stabilité la plus totale possible puisque on peut pas nos clients nous font confiance, on est dans l'infrastructure. S'il se passe quoi que ce soit et que le service n'est plus disponible, ça la fout mal, quoi. On peut avoir une fois une excuse, mais en fait, ils perdent la confiance. Généralement, ils partent au bout d'un certain temps, surtout quand on a besoin de vraiment déployer rapidement. OK. Builder une plateforme comme ça, j'ai mis quelques points, là-dessus parce que c'est un rêve, en fait, de toute, personne qui fait de l'infra et heu et ouais, désolé les gars, désolé, j'ai fait j'ai accompli ce rêve, mais ça demandait un peu d'argent. On a levé, quand même pas mal d'argent et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des boîtes peuvent pas, build up, en fait. Il y a des initiatives qui sont faites. Généralement, pour monter, bah, des plateformes, on fait tant bien que mal en utilisant des composants open source, mais on se rend compte très, très rapidement que c'est pas juste, en fait, de la technique, il y a aussi du produit et ça demande, en fait, des phases d'itération qui sont relativement lourdes. Donc voilà, j'ai mis un petit point là-dessus parce que c'est toujours, bah, quand on est des techs, on adore construire et d'ailleurs, je vous encourage vivement à le faire si vous voulez expérimenter et apprendre plein de choses. C'est vraiment trop, trop cool. Mais pour faire un truc qui soit robuste, ça coûte quand même relativement cher à ce niveau-là. Ouais. Là-dedans, dans tout ce que j'ai montré, en fait, on avait commencé au départ par le déploiement de containers. Alors déjà, c'est très compliqué, mais alors quand vous ajoutez des composants en gros externes, comme là j'ai montré, avec du RDS et tout ce que vous voulez, vous pouvez même mettre vos Terraform modules. Bon, alors là, ça devient juste explosif, honnêtement. Faut être blindé, 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 blindé de tests. Ça, c'est une des parties qui a été les plus complexes. En fait, la partie la plus complexe du système, je vous la montre, je vous la montre comme ça. En fait, ça paraît pas. C'est celle-ci. Attends, je vais aller sur un projet un peu plus, costaud. Doctolib. Ah oui, j'ai vibe codé Doctolib. Vous voulez voir? C'est trop cool ça. J'adore. J'ai fait ça cet été et tout. C'était trop cool. J'étais comme un fou, quoi. Je crois que j'ai dépensé au moins 50 $ dans Cloud4 pour ça. Bref, j'ai vibe codé, Doctolib et en fait, ça me permet de démo la plateforme et une des parties les plus compliquées, en fait, de système, de tout ça, c'est même pas le déploiement et tout. On pourrait se penser: «Ouais, c'est super complexe, on va déployer». En fait, c'est quand vous commencez à build up la partie secret et variable d'environnement. La gestion des secrets et variables d'environnement, c'est un enfer sur terre. C'est une des parties les plus compliquées du système. Parce qu'en fait, dès lors que vous conceptualisez la chose sous forme d'environnement, nous, on avait comme idée de, par exemple, vous pouvez cloner un environnement avec Covery. C'est-à-dire que vous pouvez dupliquer un environnement, genre comme ça. Là, si je veux faire CNCF, Ambre, voilà. Je peux même l'envoyer sur un autre cluster
en fait, je peux cloner l'environnement. Alors, pour faire ça, c'est en fait la partie la plus compliquée. C'est pas tant bah, les services, puisque en fait, vous les copiez un peu bêtement, entre guillemets. C'est toute la partie secrète et un variable d'environnement, puisque vous allez devoir générer des choses dynamiquement. Les URL, et fait toutes les parties un peu dynamiques pour avoir un vrai environnement unique. Bah, alors là, ça devient un enfer. Et cette partie-là, franchement, c'est à chaque fois qu'on demande à un dev, là en ce moment, on est en train de faire une deuxième version parce qu'on veut intégrer un peu des choses différemment. Bah, la personne qui a appris ça, c'est drôle. Elle se reconnaîtra, du coup. Voilà. Donc ça, c'est une partie qui est intéressante. Voilà. En gros, c'est cool. Oh, je ne sais plus trop ce que j'avais mis, après je regarde juste. C'est quoi, oui, mais ça, j'en ai parlé. C'est le côté, très, il faut que ça paraisse, très local malgré le côté, distant. Un des trucs que je peux vous montrer, d'ailleurs par rapport à ça, c'est, une des parties qui nous a fait un peu aussi suer, donc comme ça vous avez un retour d'expérience, par rapport à ça, puisque quand on rentre dans la conception produit, on se dit: «Ah, ça serait pas mal d'avoir ça», et en fait, une des parties, alors là, vous voyez, vous avez de l'information en temps réel, c'est les logs. Alors c'est vraiment con, hein, comme pas possible, mais en fait là pour streamer des logs, donc déjà en temps réel, là vous voyez, ils sont pas stockés, ils sont streamés en temps réel depuis la plateforme. Donc là vous avez une socket qui se crée et cetera. Bon, ça c'est la partie un peu plomberie qui est pas trop compliquée. Parce que vous avez 2 sockets en fait, qui se créent au niveau du control plane, un du client vers le control plane et un, du de l'infra vers le control plane, et du coup il y a une jonction qui est faite. Et là du coup on passe dans des délires, de buffer de buffering et cetera. Bon, bref, ça c'est de la technique qu'on sait faire. Mais c'est toutes les opérations aussi que vous devez associer, et le côté, bah, ça doit être relativement rapide parce que dès lors que vous cherchez dans les logs, il y a rien de pire que de devoir attendre. Donc dès lors que vous allez faire de la recherche, ce genre de choses, bah, toutes les opérations, encore une fois, elles sont faites à distance. Ça, vous avez compris? Elles sont toutes faites. Là, ce que vous voyez, bah, tout est fait, en fait, à distance. Nous, on ne stocke pas à notre niveau. Et alors là, bah, aussi, pareil, vous tombez dans des trucs, genre, très lunaires. Donc ça, c'est cool. D'un point de vue technique, c'est cool. Bref, voilà. Voilà pour les petites, pour les petits trucs. Je ne sais pas si j'ai manqué des choses, mais je suis sûr que vous aurez peut-être potentiellement des questions. En tout cas, merci d'avoir écouté. Qui veut un deep dive dans le code. Alors, ah ouais, ouais, ouais. Alors là, vous pouvez aller, allez-y sur les questions. Franchement, ils n'ont pas encore les pizzas. Donc si vous aviez, si vous aviez, moi aussi j'ai faim. Si vous aviez faim, à qui mange des bières ici? J'essaie de pas trop faire, trop technique. Des fois, j'ai fait des présentations, mais c'était dans des trucs Rust hyper techniques. Je perdais la moitié des gens. Là, j'essaie d'être un peu parce que je connaissais pas, mais je peux rentrer plus dans le détail s'il y a besoin. Allez-y. Ouais, je t'en prie. Ah, je m'attendais pas à la question du business model. Je vais sortir le BP. Alors, on va rentrer, on va deep dive. Ça tombe bien, tu parles à la bonne personne. Ouais. Ouais, le combien ça coûte. En fait, oui, tu as des tarifs transparents au nombre de clusters et au nombre de users. Et après, on a un plan, donc on a 3 plans qui sont hyper accessibles. Et après, on a du plan enterprise parce que c'est souvent en fait des intégrations justement avec la partie genre installation sur ton propre cluster cube. On a des clients qui font dans le banking, alors je peux pas donner leur nom, mais qui fournissent toute la partie analytique de boîtes comme Penny Lane, etc. Et ben, ils utilisent Covery, par exemple, pour faire de l'unification d'infrastructures, que ça soit hybride, c'est-à-dire cloud et en même temps on-premise.
Et là, en fait, tu rentres un peu dans du projet parce qu'en gros, bah, tu vas avoir la partie installation, il y a les histoires de support, etc. Du coup, qui se posent. Donc, on a du PS Hugo, effectivement, des boîtes où il n'y a même pas de DevOps. Il y en a un qui a mis un post, j'ai vu ça ce matin, je ne suis pas sur Twitter, qui disait trop cool, on a passé toute notre prod de DigitalOcean à AWS sans DevOps en quelques jours. Et on bosse avec des boîtes qui ont des équipes. Nous, on aime bien d'ailleurs bosser avec les DevOps en général parce que bah, ils ont un super niveau de. Enfin, ils comprennent tous ces sujets-là, ils savent très bien gérer ça. Et du coup, on a les plans qui vont en correspondance en fonction de la taille de boîte et ce qu'il y a besoin de faire. Ouais. Et ça peut être ça commence à, si tu veux que je réponde sur pricing, il y a écrit, ça commence à vraiment 200 € par mois. Je m'attendais pas à cette question. Merci pour la presse. Juste pour revenir à ce que tu avais dit au début, tu avais dit vous aviez pensé à faire du Go. Mhm. Au final, pourquoi pas Go? Parce que tout ce qu'on peut faire en DevOps, c'est livré en Go. Ouais. C'est Non, une ouais, différence. ouais, ouais, c'est vrai. J'ai Ouais, dû faire aussi le rapport de la série. ouais, Voilà. ouais, ouais. Non, en vrai, je peux répondre hyper honnêtement là-dessus. Alors moi, je suis pas un gros Go fan, et c'est vraiment à cause du type system. Et en fait, il n'y a pas de raison, si d'un point de vue technique, en vrai, Go, honnêtement, c'est un super langage. Franchement, hyper simple. Tout le monde peut ramp up dessus relativement bien. Tu as l'écosystème cloud native qui est juste excellent. Enfin, franchement, tu trouves tout. Et honnêtement, si j'avais à refaire le Rust Engine, maintenant, vu qu'on a aussi l'expérience, on voit où ça peut casser, etc. Il y a peut-être certaines parties où je ferais en Rust. Et je ferais peut-être, enfin voilà, je ferais des intégrations avec du Go, ou plutôt le contraire, quoi. La base en Go et après, bah, le reste en Rust. Ouais. Donc en vrai, c'était un, c'était un super. Pour être très honnête, moi, je suis assez, j'aime bien expérimenter aussi. Et bah, Rust, c'était vraiment la bonne occasion avec toutes les contraintes qu'on avait. Mm. Comment? Ça, c'est exactement ça scintillait. On a l'impression d'être intelligent quand on fait du Rust. Et puis, on passe du temps à faire des trucs. Je me dis, mais comment ça marche? Je ne comprends pas. Mais une fois que ça marche, eh ben, au moins ça marche. Ça, c'est cool. Mais Go, c'est pas mal. Alors, merci. Du coup, ma question, c'est un peu suite à la sienne. Tu as parlé de construction. C'est vrai que c'est pas encore extrêmement Ouais. sur des gros projets comme ça. Quels ont été vos points de réflexion? Qu'est-ce qui a été agaçant? Je pense notamment à des choses comme le support de la synchrone qui est encore à Ouais. comment vous êtes Ouais. passé de tout ça? Est-ce que vous étiez Ouais. de libre à ce niveau-là, par exemple? Mm. Quelles ont été vos options et lesquelles vous avez choisi? Ouais, c'est une super question. Franchement, c'est une galère. C'est vraiment, c'est très très dur. C'est un écosystème qui est en plus qui est très jeune. Il n'y a pas beaucoup de, la communauté est relativement restreinte. Après, nous, on avait quand même des développeurs qui sont très très bons. On avait fait le choix dès le départ de recruter vraiment des personnes très seniors. Alors aujourd'hui, on a recruté notre premier junior. Et en fait, des développeurs quand même assez. Enfin, on a eu du développeur assez bas niveau. On a eu voilà, des gens qui sont assez calibrés. Mais même comme ça, en fait, on est tombé dans des trucs enfin, où vraiment le partage de connaissances, c'est hyper important d'ailleurs pour pouvoir, par exemple, sur la sync, on a une personne qui s'est tartuffé le sujet et qui a du coup partagé la connaissance, qui a mis une bonne base en fait sur l'engine et qui a même écrit des articles. D'ailleurs, si vous allez sur notre blog, on a une partie engineering où justement il a fait un article sur la partie async pour expliquer comment Rust fonctionne, et d'ailleurs qui a été repris par beaucoup de personnes dans la communauté parce que c'est comme un article de référence où justement on a fait ce travail-là. Et du coup, ça nous a permis bah, de partager en interne, mais aussi en externe. Et, et ouais, aujourd'hui, j'entends beaucoup moins la team se plaindre justement en fait du manque parce que je pense qu'on a quand même une base relativement solide et qu'on a compris qu'on ne pouvait pas tout faire en Rust et qu'il y avait certaines parties où on était obligé par exemple de faire du shell out et c'est ok quoi. Tant qu'on a les bons wrappers et que c'est bien scopé. Quoi. Voilà.
Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. Ouais, c'était vraiment super de voir ce que tu as Ah, trop cool. Je savais même pas que tu étais à Montpellier. fait. Ah, salut les gars. Ma question, c'est que tu as mentionné plusieurs fois le problème d'erreur, enfin, dans la gestion des erreurs avec tous ces providers différents, Ouais, de la fondation, etc. Ils ont tous un système différent. ouais. Est-ce que vous avez développé un système de test, une test suite en Ah ouais, particulier? ça nous coûte tellement cher en plus. Ouais, c'est un super. Non, c'est une super question. Et c'est une question piège, hein, il est client et tout. Non, non, en fait, c'est un truc sur lequel on a investi, c'était obligé, enfin, dès le départ. En fait, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, mais genre mal. D'ailleurs, tu vois parfois, ben, dès lors que tu commences à faire des cycles de release, enfin des cycles continus, tu vois qu'il y a des composants qui sont pas stables. Je ne vais pas citer un cloud provider en particulier, mais il y en a un vraiment, on voyait que c'était. On utilise par exemple beaucoup tout ce qui est bucket storage. En gros, ben, on voyait qu'il y en avait un où vraiment on le mettait en PLS. C'est-à-dire, on leur a fait des remontées, ils ont fait des corrections, etc. Ça a pris plusieurs mois, voire quasi plus d'un an. Et en fait, tu le vois que avec les tests. Et ça, tu peux pas. Ouais, on a une batterie, enfin, on paye très cher les tests pour le coup. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé des projets open source qui nous permettent de pas de moquer certaines parties, mais pas tout. On fait, voilà, on fait pas mal de choses à ce niveau-là. Et nous, on a un gros sujet aussi avec les dangling resources, parce que dès lors qu'on fait des tests, bah, parfois ça peut casser. Et du coup, tu as des ressources qui restent. Et là, on a fait un projet qui est open source, qui est utilisé d'ailleurs par pas mal de monde, qui permet de les nettoyer, parce que dès lors que tu poses des tags, mais qu'il n'y a pas de tag, en gros, ou il y a un tag avec un TTL, bah, en gros, ça vient cleaner. C'est comme un garbage collector du cloud, moi je l'appelle comme ça. C'est un GC Cloud. Et en gros, il te nettoie bah, toutes les ressources. Et ouais, on a beaucoup investi. Ça a été au début de Covery, on a passé énormément de temps là-dessus et c'est toujours un sujet, honnêtement. C'est, bah, tu sais, enfin, côté dev, c'est la base. Je t'en prie. Allez-y hein, sur les questions, parce que l'épisode, je crois que j'ai mon ventre qui gargouille. Ouais, merci pour la présentation. En fait, on est plutôt la partie école. Ouais, Moi, j'aimerais savoir comment ça se passe au fond, pour avoir ouais, des mois, ouais, problème de base de données. ouais, ouais. Ben, tu poses c'est une très bonne question. En fait, quand on a commencé Covery, on s'est focus vraiment sur, on n'avait pas de moyens. Enfin, disons qu'on avait levé 6 millions, on est resté, on était une petite équipe lean très product. Maintenant, on a levé 20 en tout. Et du coup, on avait besoin de se focus vraiment sur les éléments un peu vitaux, on va dire, de base de la promesse de Covery, qui est de déployer des applications simplement. Donc, on avait, en gros, on ne marketait pas comme ça, provision and deploy. C'était, mais ça reste une expérience. Et on a étendu, en gros, la solution sur justement la partie observabilité, typiquement optimisation et sécurité. Et aujourd'hui, en fait, dans le produit, donc c'est quelque chose sur lequel on travaille genre hyper activement. D'ailleurs, la partie log recherche, ça avait fait partie de ce module observabilité. On a sorti justement cette partie, notamment, voilà, pouvoir voir ce qui se passe au niveau de l'application avec un gros focus sur le développeur, qui est comment on aide les développeurs à troubleshooter le plus rapidement possible les problèmes applicatifs dès lors qu'ils font des releases, etc. Donc, tu as la capacité de pouvoir en fait voir les événements du coup de déploiement et du coup là on corrèle. Vous voyez là où par exemple avec un Kubernetes, vous allez voir juste des événements peut-être au niveau de Kubernetes. Bah là, nous, on agrège tout, c'est-à-dire qu'à la fois ben, les déploiements, s'il y a des événements au niveau du cluster, s'il se passe des choses au niveau de l'infra, on va pouvoir en fait tout amener au niveau d'une vue. Et on est en train de bosser, donc pour répondre, c'est une team qu'on a montée début Q3, mi-Q3. Je parle en quarter, bah oui. Attends, je reporte tout en quarter. Donc, mi-Q3, on a monté une équipe dessus et actuellement, ils travaillent sur la partie alerting. Et d'ailleurs, pas de l'alerting à l'ancienne, mais en fait, on a un module AI. Et en fait, c'est comment est-ce que l'AI, on a un modèle agentique comment est-ce que du coup, nos clients, nos utilisateurs peuvent juste dire, watch cette application. Et comme on a tous les connecteurs, on a tout ce qu'il faut et via notre API,
bah, en fait, on est capable d'aller agréger de l'information et de prendre des décisions de manière automatisée pour pouvoir alerter du coup les utilisateurs. Et du coup, bah, l'idée, c'est que là, à la fin du quarter Q4, on est sorti en fait cette partie alerting au niveau du produit, ce qui fait que bah, s'il se passe quoi que ce soit, bah, tu puisses être alerté et customiser bah, du coup aussi la détection d'incidents, quoi. Ouais. Je crois qu'ils ont une démo, mais ils ont un lien de démo, mais je sais pas où il est le lien. Bon, bref.